Certes, les méchants ne resteront pas impunis. Certes, les méchants ne resteront pas impunis, car la postérité des justes sera sauvée. Certes, les méchants ne resteront pas impunis, mais la postérité des justes sera sauvée. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale, électorale et judiciaire, animée par le prince Adouma David Mberakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de toute légitimation du pouvoir. La Bible dit que si la prophétie tarde à arriver, si la prophétie tarde à arriver, attends-la, car certainement elle s'accomplit. Nous sommes dans les temps prophétiques pour les électeurs assidus de l'évangile. La Bible dit dans Josué 1, 18 que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Médite-le et agis fidèlement selon ce qui est écrit. Médite sur le livre de la loi et agis fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu prospéreras. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. La prospérité et le succès dans ces entreprises passe par l'exaltation du livre de la loi. Le livre de la loi. Et c'est ce même livre de la loi qui dit que je n'ai pas honte de l'évangile. Car l'évangile est la puissance de Dieu. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La croyance en l'évangile. La croyance en l'évangile. L'évangile, en passant par la Bible, est un véritable mystère. Un mystère glorieux. Et le mystère prophétique, c'est l'un des plus grands mystères de l'évangile. Le mystère prophétique. La prophétie, c'est l'histoire qui est contée d'avance. La prophétie, c'est l'histoire qui est racontée d'avance, avant même son accomplissement. Parce que l'accomplissement s'est déjà fait dans les sphères étoilées, dans l'atmosphère, dans la pétrosphère, dans l'hydrosphère, dans le cosmos et dans les Pléiades. Le cosmos et les Pléiades. Donc, lorsque je vois les gens s'agiter, ici et là, j'en rigole. Parce que ces gens-là ne sont pas dans le timing prophétique. Ils ne sont pas dans la vision prophétique du Gabon. Le Gabon de demain. Rien à voir avec le Gabon de la 5e République. La 5e République, je vous dis, elle est virtuelle. C'est une 5e République virtuelle. Une 5e République mégalomanique. Une 5e République qui n'a pas de contenu, qui n'a pas d'existence. Une 5e République qui est superficielle et qui marche sur les cimes d'un vaste bateau renversé. La 5e République qui n'est que l'émanation de ce système grabataire que nous avons décrié. Ce système comateux, apocalyptique, gérontocratique, sans base législative, avec une incapacité notoire de pouvoir susciter une certaine espérance pour les leaders de quartier sous-intégrés. La prophétie, que vous le vouliez ou pas, elle s'accomplira. Elle s'accomplira dans un encadré de 2 ans. Un encadré de 2 ans. La prophétie s'accomplira. La Bible vous pose la question de savoir si la capture du puissant vous échappera. La capture du puissant, est-ce qu'elle vous échappera? Le butin du tyran, est-ce que le butin du tyran vous échappera? Est-ce que le butin du tyran vous sera enlevé? Les régimes tyranniques,
les régimes despotiques, les régimes impérialistes, l'impérialisme, qui est une espèce de domination des plus forts sur les plus faibles, sans se référer d'ailleurs à la législation, c'est-à-dire la loi. Ce matin, je voudrais vous entretenir sur un concept international que beaucoup semblent ignorer, qui est celui de la désinstitutionnalisation de l'État. La désinstitutionnalisation de l'État. Rien à voir avec l'institutionnalisation. La désinstitutionnalisation de l'État est un phénomène parapsychologique. Un phénomène qui dépasse l'entendement humain. L'État, qui autrefois n'avait pas les mêmes attributs. C'est pourquoi à l'époque, on parlait des principes de monarchisation. La monarchisation. La monarchie du roi Louis XIV. La monarchie du roi Louis XIV. Et les pouvoirs se transmettaient au sein d'un cercle familial. Donc la royauté. C'est ainsi que vous arrivez à trouver au Maroc une seule famille qui regente l'activité politique, économique et sociale de leur système étatique. La royauté du Maroc. Donc on ne peut trouver le seul dirigeant du Maroc que dans le principe de la royauté. Il est du même du cas de l'Espagne, le cas de l'Angleterre et autres. Et il fut de même au niveau de la France métropolitaine. Cette France négrière, esclavagiste et sacrificatrice. La France qui est à l'origine du malheur de tous les peuples africains. Ça, c'est un fait indéniable. Un fait indéniable. La France a vécu le même système comateux que nous. La France a vécu la dictature. La France a vécu la monarchisation du pouvoir. Une transmission du pouvoir héréditaire au sein d'un seul cercle familial. De père en fils, de fils en neveu et ainsi de suite. Dans un même cercle familial. Le cercle de la royauté de Louis. La royauté de Louis. La royauté de Louis. Caractérisée par la personnification du pouvoir. Le pouvoir devient personnifié. Personnifié. Donc le pouvoir personnel. La personnification du pouvoir. La patrimonialisation du pouvoir. Le pouvoir est devenu un patrimoine de quelques groupuscules d'individus, mais même pas un groupuscule, mais une seule famille. La patrimonialisation du pouvoir. Patrimonialisation qui vient de patrimoine. Et la France était devenue le patrimoine de Louis. Le patrimoine de Louis. Aux anneaux plus haut dessus. Est-ce que la capture du puissant lui sera enlevée? Est-ce que le butin du tyran lui échappera? Le système tyrannique, la tyrannie du roi Louis XIV. La tyrannie du roi Louis XIV. Louis XIV qui se caractérisait par la voluptuosité, qui se caractérisait par la luxure, les détournements de fonds publics par bande organisée, la concussion. Louis XIV était un véritable impérialiste, un dictateur invétéré, sans base législative. Et il avait pris le peuple pour un moins que rien, une bête de somme, une valise, une marchandise. Et Louis XIV pouvait déshumaniser le peuple français. Et à l'époque, il y avait le clergé. Les clergés, nous sommes des fils de clergés. Moi, je suis un fils de Tambourin. Le fils de Bandungu, je suis un fils de Tambourin. De la tribu de l'Aigle Royal. Petit-fils de Mapoma Thérèse. Petit-fils de Bassiyoro. Petit-fils de Bandungu, de la tribu de Tambourin, chante sacrificateur adorateur du Kala. Petit-fils de Mbérakouma, de la tribu de l'Aigle Royal. L'Aigle Royal. Vous en avez plus au-dessus. Les pouvoirs tyranniques, la monarchisation du pouvoir. Le roi Louis XIV va affamer le peuple français. Le roi Louis XIV va affamer le peuple français
le peuple français va vivre dans la misère, la disette, la pauvreté, la paupérisation, l'exclusion, la marginalisation, la discrimination. Toute forme d'avanir qui avilisse justement la nature humaine. Le roi Louis XIV va déshumaniser le peuple français. Mais les philosophes français, le siècle des Lumières, les intellectuels français vont réfléchir comment mettre hors d'état de nuire le roi Louis XIV. Parmi les membres qui gouvernaient cette France esclavagiste et négrière, il y avait l'oligarchie, il y avait l'aristocratie, il y avait la plutocratie, il y avait la bourgeoisie, il y avait l'élite française, il y avait le clergé, il y avait les organisations non gouvernementales et autres, les organisations financières, il y avait tout ce cortège funeste d'acteurs étatiques qui étaient en train de désacraliser la nature du peuple souverain, le peuple souverain, le peuple souverain. La Bible dit que l'Éternel est le seul maître des temps et des circonstances. L'Éternel fait bouillonner la mer comme une chaudière. L'Éternel étend les cieux comme un pavillon. Il a mesuré les eaux de la mer dans le creux de sa main. Imaginez l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Antarctique, le Goué avec tous ses affluents, le Como, le Zigo et autres. L'Éternel a mesuré l'ensemble de ces eaux dans le creux de sa main. Regardez un peu ma main. Et l'Éternel a mesuré l'ensemble des eaux de l'humanité dans le creux de sa main. Imaginez le gigantisme de ce Dieu, un Dieu gigantesque, qui fait bouillonner la mer comme une chaudière, qui étend les cieux comme un pavillon, qui pèse les montagnes au crochet et les collines à la balance. Il pèse les montagnes au crochet. Le mont Ibunji, les autres, les montagnes, l'Éternel les pèse au crochet et les collines à la balance. La balance. Azizo mete prosuzana ketam deko baradash huna kanetozia. Hezo kotobrmi, histobrando eroba, mare sakuna, ye shadaba aleluyozana. Shadaba aleluyozana. Christ, c'est ma vie, c'est ma passion. Je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que vous n'imaginez pas les mystères cachés derrière l'évangile. Vous n'imaginez pas la gloire de la vision prophétique. Mais la vision prophétique n'échouera jamais. Un vrai prophète ne peut pas échouer dans une vision prophétique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai prophétisé la chute d'Ali Bongo. J'ai prophétisé l'emprisonnement de Brice Lakushalanga avec ses amis à Gévien. J'ai prophétisé l'arrestation de Nourine Bongo Valentin, sa mère avec Osseni Ossa. J'ai prophétisé la chute de ce système. Mais il y a des gens qui continuent à maintenir justement ce système-là. Un système ténébreux, luciférien, sataniste qui étouffe le peuple comme une chape de plomb. Et vous voulez maintenir les attributs de ce même système. Ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas. Je vous dis, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas empêcher le peuple gabonais d'aller à Canaan. Vous ne pouvez pas empêcher le peuple gabonais de sortir des entraves de ce machiavélisme étatique. Vous ne pouvez pas sortir le peuple gabonais qui vit avec la conscience de sa liberté, la force de la liberté, la force de la liberté, la force de la liberté. Freedom, la liberté, freedom. Mais vous n'imaginez pas. Parce que vous vivez dans les ombres fugaces de la mégalomanie politique, frappée d'ivresse étatique. Et vous oubliez l'essentiel. L'essentiel, c'est que le peuple de Dieu doit aller à Canaan. Les Gabonais doivent vivre une véritable révolution. Une véritable révolution étatique. La France métropolitaine va vivre une révolution étatique. Le prolétariat va lancer l'assaut au palais. Le prolétariat va lancer l'assaut au palais. Et ils vont déstabiliser le roi Louis XIV. Le roi Louis XIV va être déstabilisé par le prolétariat, par l'élite, par les forces de défense, les sécurités et autres. Et on va guillotiner le roi Louis XIV. C'est la guillotine. On va couper le cou au roi Louis XIV avec son épouse,
médecine, ils vont l'assassiner. On va lui couper le cou. Les amis, il faut faire attention au peuple souverain. Le même phénomène va se retrouver en Roumanie avec l'impérialisme Ceausescu avec son épouse qui exerçait un pouvoir tyrannique en Roumanie. Le peuple souverain, exacerbé par la pauvreté, la misère, la prévarication, la paupérisation, va lancer l'assaut sur le palais. Ils vont attraper le roi Ceausescu avec son épouse. Ils vont le jeter à la potence. À la potence. La gorge tranchée. C'est l'assassinat du roi Louis XIV avec son épouse Médecine, avec plusieurs autres ministres, en particulier le ministre de l'économie, qui va entraîner justement l'organisation d'un nouveau système étatique en France. Cette organisation du système étatique en France va se reposer sur le respect de l'état de droit. L'état de droit. Et ils vont mettre fin au système de personnification et de personnalisation du pouvoir, le système d'autocratisme du pouvoir, pour laisser l'État qui va être la forme la plus achevée du pouvoir. La forme la plus achevée du pouvoir, l'État. L'État, caractérisé par l'institutionnalisation. Et c'est l'État qui va redéfinir le processus d'obtention du pouvoir, le processus de sa déchéance, avec les codifications, les mandats et autres. Et l'État français va sortir une charte internationale qu'on a dénommée la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1789. 1789. La Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens. Dans un de ces articles, cette déclaration dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux. Le principe de la liberté de naissance, le principe de l'égalité de droits de tous les êtres humains. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en droit et en dignité. En droit et en dignité. Et cette déclaration va plus loin. Que ces personnes qui naissent libres, en droit, en liberté, sont dotées de la personnalité juridique. La personnalité juridique. Et ils doivent agir les uns les autres selon un esprit de la fraternité. La fraternité universelle. C'est la France qui en est le garant. C'est pourquoi la France, c'est le véritable pays où l'état de droit est exalté. L'état de droit est idéifié. L'idéification de l'état de droit. Rien à voir avec ce qui se passe ailleurs. L'idéification de l'état de droit. Et dans cette idéification de l'état de droit, mon ami, les libertés individuelles sont garanties par la Constitution. Les libertés individuelles sont garanties par la Constitution. La lutte contre l'oppression, la lutte contre l'esclavage, la lutte contre la marginalisation, la lutte contre toute autre forme d'avilissement de l'être humain, des principes d'avilissement de l'être humain, vont être battus en brèche par la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens. Elle va aller encore plus loin dans les principes du respect de la souveraineté des États. Nous allons plus au-dessus. La Déclaration universelle des droits de l'homme va parler du principe de l'autodétermination. L'autodétermination, c'est-à-dire le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Le droit du peuple à disposer de leur gouvernance étatique, à disposer de leur richesse, à disposer de leur confort, à disposer de leur bien-être, à disposer des attributs de leur nature d'être humain. Oh, Jean-Jacques Rousseau. Il disait que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui rendait l'homme corruptible et voire même incorrigible. L'incorrigibilité. Alors que l'homme, dans son essence, est caractérisé par un certain nombre de valeurs. Des valeurs d'éthique, des valeurs de morale, des valeurs de probité, des valeurs d'honnêteté. Ce sont ces valeurs-là qui sont le véritable socle de l'humanité. Mais regardez nos systèmes étatiques. La France métropolitaine va mettre des mandats limités. Va canonifier justement l'exercice du pouvoir. L'exercice du pouvoir va être canonifié. On va mettre en place des verrous. Comment acquérir le pouvoir? Par le suffrage universel. Le suffrage universel.
Et quels sont ceux qui sont détenteurs de ce pouvoir universel? Toutes les personnalités qui vont atteindre l'âge de 18 ans et autres. Ce sont eux qui vont jouir du principe de la souveraineté universelle, le droit de vote, le suffrage universel. En France, on ne blague pas avec le suffrage universel. Ce n'est pas possible. C'est l'un des pays les mieux structurés en matière du système électoral, la France. Il n'y a pas de tricherie électoraliste en France. Il n'y a pas. Le gagnant est gagnant. Le perdant est perdant et le perdant s'aligne derrière le gagnant. Et il reconnaît même sa défaite parce que c'est une élection qui est publique. Au suffrage universel. Que le suffrage soit secret ou bien que le suffrage soit non secret. Mais en France, il est très difficile d'arriver à des élections truquées ou tronquées. Très difficile. Donc la France est un véritable modelship d'une démocratie pluraliste. La France peut se targuer d'être à une évolution très exponentielle de son système électoral. La France métropolitaine. Et la France métropolitaine, après la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, avec la lutte contre les privilèges de monarchisation de pouvoir, la lutte contre l'impérialisme du roi Louis XIV, la lutte contre sa malgouvernance. Après son assassinat, la France va rentrer dans un renouveau démocratique. Un renouveau démocratique avec l'exaltation, la codification des libertés individuelles, la liberté d'action, la liberté de manifestation, la manifestation publique, la liberté d'opinion, la liberté de culte. La France, c'est le pays qui protège le mieux les libertés des personnes. C'est pourquoi dans le code, justement, la constitutionnalité de cette déclaration, vous avez les garanties de droit et vous avez également les garanties de liberté. Il est difficile pour les électeurs français d'arriver à obstruer les libertés des personnes. La liberté de l'action syndicale en France ne peut pas être violentée par un dirigeant. Elle ne peut pas être contrefaite par un ministre ou autre. La liberté syndicale en France est une réalité visible et palpable. Vous arrivez en France, vous trouvez une multiplicité de syndicats et des syndicats avec ferveur. La liberté d'opinion en France, vous ne pouvez pas la scléroser, vous ne pouvez pas la standardiser, ce n'est pas possible. La liberté de culte, encore pire. Et c'est pourquoi en France, on peut caricaturer un chef d'État sans se retrouver en prison. On peut injurier un chef d'État sans se retrouver en prison. On peut humilier un chef d'État sans se retrouver en prison. Parce que le chef d'État est le garant justement de la souveraineté populaire. Et par conséquent, il doit être un homme qui accepte d'être critiqué. Le chef d'État n'est pas un dieu. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. C'est un être humain au même titre que David Bakouma. Avec les mêmes droits, avec les mêmes libertés. Et c'est pourquoi en France, même lorsque vous êtes président, vous n'êtes pas exempt justement de poursuites judiciaires. Certainement pas pendant votre exercice du pouvoir, puisque vous êtes protégé par l'humilité présidentielle, mais vous courez le risque, après l'exercice de votre pouvoir, de vous retrouver en prison. Et Nicolas Sarkozy en sait quelque chose en France. Et les anciens chefs d'État français savent que le pouvoir est limité dans le temps et dans l'espace. C'est 2 mandats électifs, 4 ans, 4 ans, 8 ans. Après les 8 ans, vous dégagez. Que vous ayez bien fait ou pas, vous dégagez. On ne réfléchit pas en France là-bas sur la limitation des mandats. On ne réfléchit pas en France là-bas. Mais regardez les peuples africains. Avec une démocratie exportée, une démocratie marchandise, une démocratie qui est devenue aujourd'hui un faire-valoir. Des chefs d'État africains avec des mandats illimités. 4 mandats électifs pour président de la République. 8 mandats président de la République. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et tout cela se passe devant une espèce d'élite africaine. Une élite sclérosée avec des cerveaux de moineaux, des cerveaux pétrifiés. Des cerveaux frappés de néplégie, de tétraplégie, d'aveuglement, d'égarement et de tourisme d'esprit.
Et vous les voyez exalter leurs faux diplômes obtenus dans de fausses universités des pays industrialisés, des quartiers mal famés de Faubourg de Paris, de Londres et autres. Combien de fois nous avons cessé de rappeler à Nourdine Bongo Ediba qui n'était pas l'État, que l'État n'était pas lui et l'État n'était pas son père. L'État, c'est la chose commune. Nous sommes tous les possesseurs du système étatique, qui est constitué de 3 éléments. Le territoire sur lequel s'exerce la puissance publique, les populations que nous sommes et l'ensemble des institutions. Mais qui vous a dit que l'État, c'est les institutions que vous incarnez? Que l'État, c'est les prérogatives de puissance publique que vous incarnez. Et les prérogatives que vous incarnez à tort. Des députés Margouya, des députés Kafa, des députés Chasse-Mouche, des députés, je ne sais même pas. Avec les faibles niveaux de qualification, on arrive à être député. Avec des élections tronquées, on arrive à être député. Avec des élections falsifiées, on arrive à être député. Et cela dans une explosion impunitaire, dans l'impunité totale, l'impunité la plus caractérielle. Et on nous parle d'une 5e République. Quelle 5e République? Vous êtes dans quelle 5e République? Mais vous êtes en train de vivre des illusions. Vous êtes dans des frasques. C'est la mégalomanie du pouvoir qui vous fait rêver comme ça. Vous êtes des véritables idéologues. Vous vivez dans les rêves. Je vous dis, vous n'êtes pas dans la réalité de ce qui se passe au Gabon. Mais regardez la réalité. Lorsqu'on vous dit que le système actuel est en train vers un assombrissement généralisé, vers une précarisation des êtres humains. Voilà. Un petit enfant de 8 à 9 ans comme ça, là, qui s'est fait défaucher la tranche à cause d'un morceau de boîte de sardines. Une boîte de sardines qui a à peine 4 poissons. À l'époque, il y avait 8 poissons dans la boîte de sardines. Là, ils ont réduit progressivement. Ils sont maintenant à 4 petits poissons, 4 mulets, 4 menus frétins. Et vous avez un jeune enfant comme ça, à la merci d'un système grabataire, un système budgétivore, un système sataniste et luciférien qui étouffe le peuple comme une chape de plomb, qui arrive à le déshumaniser, à le jeter dans la pauvreté, la misère la plus inimaginable. Et un petit enfant se défonce la tronche à cause d'un morceau de poisson, un menu frétin. Et les gens sont heureux, mais ils n'arrivent pas à comprendre que le peuple est malade. Et c'est la souffrance du peuple qui est l'un des indicateurs de la malgouvernance de notre pays. Et on nous parle de coup de liberté. Où est la liberté? Ce coup de liberté est où? Il a quelle matricule ce coup de liberté? Ce coup de liberté se trouve où? Ce coup de liberté à quel agrégat macroéconomique? Ce coup de liberté à quel indicateur de développement humain? Ce coup de liberté à quel pouvoir d'achat? À quel niveau de revenu? Il se trouve où votre coup de liberté? Mais jusque-là, vous ne voyez pas que vous êtes dans une véritable désillusion, un désenchantement généralisé. L'État, c'est la forme la plus achevée du pouvoir. L'État, c'est la forme la plus achevée du pouvoir. On parle du système étatique institutionnalisé. L'institutionnalisation de l'État n'a rien à voir avec l'autocratisme du pouvoir. L'institutionnalisation du système étatique n'a rien à voir avec l'idéification d'un être humain, avec sa personnification, sa personnalisation. Brice Clotaire, Oligui Nguema n'est pas l'État. L'État, ce n'est pas lui. Il n'est pas l'État. L'État, ce n'est pas lui. Il n'est pas l'État. Et l'État, ce n'est pas lui. Et il ne sera jamais l'État. Il n'est pas l'État. L'État est un grand appareillage. Un appareillage de protection de l'identité d'une société. L'État est un vaste appareillage de protection des libertés pertes des individus. L'État est un grand protecteur des familles. L'État n'a rien à voir avec Brice Clotaire Oligui Nguema. Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas l'État et il ne sera jamais l'État. Parce que dans les systèmes institutionnalisés, il y a un processus d'évolution, justement, d'acquisition de pouvoir et de perte de pouvoir. Et l'un des principes d'acquisition de pouvoir, c'est l'élection, le suffrage universel direct. Et ce suffrage universel, c'est le peuple qui en est le possesseur. C'est le peuple qui est le détenteur du pouvoir. C'est le peuple. Et il n'y a personne d'autre au-delà du peuple qui soit détenteur des prérogatives de puissance. C'est le peuple qui est le souverain.
La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. La démocratie n'a rien à voir avec les espèces de personnification, de personnalisation, d'identification du pouvoir. Et c'est pourquoi depuis le départ, on vous a dit que vous êtes en train de construire une constitution monstrueuse. Une constitution qui va manger vos propres enfants. Et aujourd'hui, vous êtes en plein dans cette constitution machiavélique aujourd'hui qui est en train de détruire les fondements de notre humanité, en train de détruire nos garanties constitutionnelles, en train de détruire nos libertés publiques. Et à la fin, vous allez dire quoi? La cigale ayant chanté toute l'été. Vous avez accusé Ali Bongo Ondimba d'être à l'origine de toutes vos turpitudes. Vous avez accusé Ali Bongo Ondimba d'être à l'origine du désenchantement de votre système étatique. Où est le changement? Le changement est où? Montrez-moi où se trouve ce changement-là. Dans tous les systèmes de juridicité mondiale, tous les systèmes de juridiction mondiale, les forces de défense et de sécurité ont été cadenassées, encadrées, enfermées. Vous allez en France, vous allez aux États-Unis, vous allez en Angleterre, vous allez partout. Les forces de défense et de sécurité ont été verrouillées au sein d'un appareillage étatique et des verrous inflexibles, caractérisés par des rigidités indénombrables et indémystifiables. Les forces de défense et de sécurité garantissent les régimes librement consentis par le peuple souverain. Le rôle des forces de défense et de sécurité est de garantir les régimes librement consentis par le peuple souverain. C'est le peuple qui consent le pouvoir et c'est le militaire qui protège justement le pouvoir qui a été garanti par le peuple et non le contraire. Les militaires ont leur rôle. La sécurisation des biens des personnes, la sécurisation frontalière, c'est le rôle des forces de défense et de sécurité. C'est eux qui doivent garantir l'état de droit, le respect de l'état de droit. Mais regardez vos forces de défense et de sécurité. Regardez leur travail. Les forces de défense et de sécurité qui deviennent des maires, ils deviennent des députés, ils deviennent des sénateurs, ils deviennent des ministres. Mais la mission de sécurisation de leur espace, on ne sait plus qui est le garant de cette fonction régalienne de l'État. La sécurisation des biens des personnes. Et Max Weber le disait, que l'État a le monopole de la violence légitime. L'État a le monopole de la violence légitime. La violence légitime. Mais cette violence légitime a un support qui est la Constitution, la loi fondamentale. Avec toutes les garanties de liberté publique. Le principe de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence jusqu'à ce qu'on ait prouvé la culpabilité d'un individu au cours d'un procès contradictoire public. Ce dernier est censé être innocent. Le principe de l'innocence. Mais regardez comment ces gens... On a vite fait de jeter les gens en prison, sans jugement. Ils font 2 ans, 3 ans, 4 ans, en toute violation des libertés publiques. Mais ils ont une constitution qui garantit le principe le principe de l'innocence. Et son principe d'innocence, la présomption d'innocence, s'est transformé en un faisceau de culpabilité. La présomption de culpabilité. C'est pas croyable. Regardez ce qui s'est passé. Le cas d'Hervé Patrick-Opiang. Il a accusé à tort d'avoir violé sa fille. Sa fille dit qu'elle n'a jamais été violée. On prend sa fille, on la jette dans... je ne sais pas comment qualifier cela. Dans un questionnement ininterrompu. Et elle continue à garder sa position. Que moi, je n'ai jamais été violé par mon père. C'est une machination, c'est une manipulation. Mais un viol doit être constaté par un certificat médical légiste. Mais ils n'ont pas de certificat médical légiste qui prouve que la fille a été violée. Et à quelle époque? Un viol qui s'est situé dans le temps et l'espace il y a plus de 20 ans. Vous imaginez un peu ce genre d'individu? Un viol qui aurait été commis il y a plus de 20 ans. Où la personne était mineure. Il y a plus de 20 ans, ils n'ont pas porté plainte. Et curieusement, c'est à l'heure de leur 5e république virtuelle, fantasmagorique, qu'on arrive à porter plainte contre Hervé Patrick-Opiang. Et sa propre fille dit qu'elle n'a jamais été violée. L'aveu, c'est la preuve parfaite dans un tribunal. Plus les témoins. Le seul témoin, soit dit, c'est sa mère, qui ne peut même pas prouver que sa fille a été violée. Puisque la fille dit qu'elle n'a jamais été violée. On le poursuit. On crée d'ailleurs une fouille chez lui.
un mandat de perquisition, certainement qu'ils l'ont obtenu, et ils arrivent là-bas, on ramasse ses montres en or, on prend son argent, et quel est le lien entre son argent avec ses montres en or, avec le crime pour lequel il est reproché, qui est celui d'une atteinte aux mœurs, donc d'un viol sur mineur? Où est le lien avec ces montres? Et Opianga demande ces montres par le biais de ses avocats. Les montres ont disparu entre Tchotanzala, Mayumba et puis les vastes chantiers de Nguni. Et vous parlez de l'état de droit. Où est l'état de droit? Ça, c'est l'état de droit. Ça, c'est un régime politique qui est normal. Je vous dis, vous êtes dans un régime de confusion de pouvoir. Et tant que vous n'arrivez pas à défendre l'état de droit, vous-même un jour vous serez victime de toutes ces injustices dont les autres sont victimes. Je vois ces margouillas là, ils vont à l'aéroport, on demande l'extradition de Jonas Mulenda, la princesse de Souba et les autres. Vous voyez les imbéciles, des idiots, des bêtas comme ça. Vous pensez que ceux-là, ça, ce sont des êtres humains? Ça, c'est des extraterrestres. Comment que des gens peuvent être stupides jusqu'à ce niveau-là? Ils vont même écrire même une banderole, ils conçoivent même une banderole. Ils vont accueillir leur monarque, leur impérialiste. Avec une banderole, on demande l'extradition du Jonas Mulenda. Mais vous ne connaissez pas bien la France. Il n'y a pas un pays mieux structuré, mieux organisé que la France. Il n'y a pas. En termes de démocratie, en termes de protection des libertés, en termes de protection des personnes, il n'y a pas un pays qui soit au-dessus de la France. Il n'y en a pas. Même les États-Unis, on n'arrive pas à protéger les gens comme on protège les gens en France. C'est pourquoi tout le monde court pour aller en France. En France, vous avez les allocations familiales qui sont bien généreuses. Tu fais tes 3 ou 4 enfants en France, mon ami, tu as assuré ta pitance. Tu peux même ne pas chercher le travail. Tu dors tranquille en paix. Et tes enfants sont scolarisés. Parce qu'ils ont un système éducatif très efficace qui lutte contre l'exclusion, les discriminations intellectuelles et autres. C'est un pays où on donne la possibilité à tout le monde d'avoir accès à de bonnes études. Et à moins de coûts. Et tout cela se fait avec l'argent des peuples africains. Avec ces dirigeants corrompus, ces dirigeants qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas les papiers. Bobby Sango, vous êtes là en train d'emmerder les gens. Comment quelqu'un va faire 8 mandats dans un système étatique? On a vu ça où? Vous connaissez-vous un chef d'État français, depuis l'avènement de la démocratie, qui a déjà fait plus de 2 mandats? Vous en savez-vous? Vous connaissez-vous un chef d'État américain qui a déjà fait plus de 2 mandats en Amérique? Vous avez des vieillards qui ont 8 mandats, d'autres 15, 20 mandats, 50 mandats, et vous êtes contents. Vous êtes quel type de jeunesse? La jeunesse camerounaise est où avec leur panafricanisme? Un vieillard de 93 ans, avec 8 mandats à la tête de l'État. Est-ce que votre tête là, vous êtes des extraterrestres? En fait, vous ne devez même pas critiquer les dirigeants gabonais, vous les Camerounais. Vous êtes des inaptes. Vous êtes des personnages lugubres, des incapables. Vous n'arrivez pas à déposer un sexagénaire comme ça, la ménopause au pouvoir. Et c'est la démocratie gabonaise qui vous dérange. C'est le chef d'État gabonais que vous insultez à longueur de journée. Mais le Gabon, dans la constitution, on a mis un système de limitation des mandats. 2 mandats, 7 ans, 7 ans, 14 ans. Non renouvelables. Avec une inflexibilité, une impossibilité de changer cette disposition constitutionnelle. Et là, le Cameroun, 8 mandats. 8 mandats. Le chef d'État a 93 ans. Mais à 93 ans, quel chef d'État peut gouverner quoi? Il va passer tout son temps à dormir. Déjà, même lorsqu'il n'était pas assez vieux, il vivait qu'à Londres, il vivait en Angleterre, dans un hôtel. Il n'y a pas de conseil des ministres au Cameroun. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Et là, à 93 ans, il est là dans son palais étudié. Après avoir organisé des élections avec photo. Voilà. On fait la campagne d'un chef d'État en photo. Vous voyez comment les Africains sont des malades? Je ne sais pas quelle est leur conception du pouvoir. Ils ont quelle conception du pouvoir, ces Africains? Ce sont eux qui ont demandé la décolonisation. Oh non, on refuse d'être colonisé. On leur a octroyé leur liberté, leur souveraineté en 1960. De 1960 seulement. 1960 pour le Gabon. En 1964, il y a eu déjà un coup d'État. 4 ans seulement.
4 années après la décolonisation, il y a eu déjà le premier coup d'État au Gabon. 4 années seulement. Parce que dès qu'on a décolonisé, tout de suite, Léon Baki avait pris le pouvoir, qui est devenu président, a mis en place un système rigide de gouvernance politique. Il a voulu lui-même être un monarque, comme les monarques français qui étaient en train de gérer l'Afrique équatoriale française. Voilà quelqu'un qui a été pourtant au cœur justement de toute cette vague de décolonisation. Lui-même qui était un préfet de la France métropolitaine. Lui, il veut maintenant être également un dictateur. Léon Baki. Vous voyez les gens comme ça. Voilà les gens qui ont changé le destin de tout un État. De 1960 à 1964, il y avait déjà la démocratie au Gabon. Il y avait déjà le multipartisme. C'est Léon Baki qui a voulu encore embrigader la démocratie parlementaire pour mettre un régime présidentialiste inflexible. Les militaires étaient obligés de le frapper. Je ne sais même pas pourquoi à cette époque, ces militaires-là, le capitaine Mombo n'avait pas mis une balle dans la tête, le tuer une bonne fois. Le destin du Gabon aurait changé en même temps. On l'aurait tué et puis c'était fini. Ils l'ont gardé et après, grâce à des liens de coopération militaire, la coopération militaire, la France a envoyé un commando. La France a envoyé un commando et les militaires ont été capturés et on a remis le pouvoir à Léon Baki. Et ils ont préparé leur successeur, Omar Bongo Ondimba, qui est venu avec des idées encore pires que celles de Léon Baki. Omar Bongo Ondimba arrive au pouvoir. Il trouve un Gabon avec le multipartisme, avec une pluralité d'opinions, avec plusieurs formations politiques. Le Gabon était déjà à un stade très évolué en matière de démocratie. Omar Bongo Ondimba, il dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Comme ils sont tous les élèves de la France, des systèmes de dictature, de monarchisation de pouvoir, lui aussi, il met fin au système de multipartisme. Il crée un parti unique. En 1967, disons 1968, il crée le PDG, parti unique. Il dit il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus rien, c'est fini. Il met fin à la démocratie. Il met fin au parti politique. Il crée un seul parti, qui est le PDG. Tu n'es pas au PDG, tu n'as droit à rien. Tu n'es pas PDG, tu n'as aucune galette. Et tout le monde est rentré comme ça, au PDG. Voilà. L'origine du monopartisme. En 1968. Mais regardez comment Omar Bongo Ondimba a maintenu justement les gens dans la servitude de 1968 en 1990. Et plusieurs Gabonais comme ça se sont exilés, comme ce qui se passe actuellement. Le père Paul Mbabesulu est exilé, et Mamboundou exilé et autres. Ceux qui étaient restés au Gabon, torturés, les mettre à Gondjo Kawa, plein comme ça, ils ont vécu que les tortures. Et tout le monde connaît l'histoire de Melu à Gondjo Kawa. Comment ce monsieur a souffert du martyre, justement, de l'oppression du système diabolique de Omar Bongo Ondimba. Il en est d'ailleurs mort. Et pendant qu'il souffrait de ce système machiavélique d'Omar Bongo Ondimba, son propre frère, Jean-Ping Okoka, était dans la voluptuosité, en train de manger, boire avec Omar Bongo Ondimba. Hein? Avec sa propre fille qu'il avait pris comme femme, avec des enfants. Jean-Ping Okoka. Pendant que le frère était dans l'opposition, en train de demander la liberté, lui, il mangeait, il buvait avec Omar. Il a même fait des enfants avec Pascaline. Et il s'est enrichi comme ça. Étant le beau-fils d'Omar, il a bénéficié des grâces, des faveurs du système. Ministre et vice-premier ministre des Affaires étrangères. Ministre par-ci, par-là, jusqu'à être président du conseil, le conseil de sécurité. Bon, j'ai le même conseil de sécurité. Comment on appelle là? De l'Union africaine. Président de la commission de l'Union africaine. Jean-Ping Okoka. Voilà. Dès qu'il est parti de là-bas, il n'avait plus la galette. Ali a commencé à verrouiller ses petites entrées et sorties. Il est devenu opposant. Un opposaillon. Et opposant pour combien de jours? Et les gens sont morts à cause d'un type comme ça. Là. Un ménopausé politique comme ça. Un sexagénaire. Ouais. Les gens sont morts dans son QG cadeau. Le pauvre, comment on appelle, magistrat, brillant magistrat là, qui vient de mourir, Mokanye Wango, il a souffert.
À cause des Bajan Pingo Koka, à cause des Zakari Mobutu. Regardez, on les voit maintenant, ils sont avec Oligui. Mangeant, buvant, en train de marcher avec Oligui, mais dans la main. Vous voyez des gens comme ça. Vous pensez que avec des gens comme ça, là, vous pouvez arriver à un changement. Miboto, il a, je ne sais pas s'il a même 95 ans ou bien même 102 ans, ou je ne sais même pas. Quelqu'un qui avait déjà dit qu'il arrête la politique. Il revient encore au tambour battant. Il est avec Oligui. Ça, c'est pas une manière de narguer les gens. Tu les vois, ils vont inaugurer le bus d'Alexandre Barreau-Chambry. Et le père d'Alexandre Barreau-Chambry. Vous êtes sérieux? Les populations n'ont pas l'accès à l'eau potable, n'ont pas l'accès à l'énergie, n'ont pas l'accès à l'éducation, n'ont pas l'accès à la santé, n'ont pas l'accès à un minimum de commodité. Vous avez dit que c'est Ali Bongo Ndimba qui est à l'origine de tous les malheurs du Gabon. Maintenant, vous êtes au pouvoir. Les gens n'ont pas l'eau, ils n'ont pas le courant. Ils ne vont pas à l'école. Les bourses ne sont pas payées, etc. Et on va inaugurer une idole de Carrefour. On va inaugurer une idole de Carrefour. Vous connaissez les implications des idoles de Carrefour. Et on veut tout changer. Vous savez, c'est parce que vous ne connaissez pas tout ce que ces gens-là font. Lorsque Pharaon avait découvert la nature de Moïse, le fils héritier légitime de Pharaon, avait découvert qu'il était en compétition avec Moïse, qui était le neveu de Pharaon, mais qui était plus aimé par son père que lui-même l'héritier légitime. Il a mis à nu la vraie nature de Moïse. Parce que Moïse n'était pas le fils de Pharaon. Même dans la maison de Pharaon, Moïse n'était pas le fils de Pharaon. Mais Moïse était le plus aimé de tous les enfants de Pharaon, de toute sa famille. Et Pharaon va mettre toutes les stèles, tous les monuments, les obélix, les astérix à la gloire de Moïse. Vous arrivez à Mouila, vous allez rencontrer tous les business de Maranga, c'est écrit Biendi. Biendi, 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 la boîte de nuit Biendi, les marchés, tout ça, la Biendi, ainsi de suite. Pierre Claver Manga Moussavou était en train de préparer son fils. Il préparait son fils Biendi à l'exercice du pouvoir. Mais comme ce dernier n'a rien compris, il a tout gaspillé. Il a abandonné la propre formation politique de son père, le Parti social-démocrate, pour venir s'acoquiner avec les PDGistes, jusqu'à épouser une des sœurs d'Ali Bongo Ndimba. Et il a abandonné sa première épouse, la femme de sa jeunesse. Il a abandonné. Alors que son père l'a préparé à l'exercice du pouvoir. Sa mère, c'est l'une des plus vieilles députées de toutes nos législatures. Albertine Maranga Moussavou. Plus de 25 ans députée à l'Assemblée nationale. Dans une petite bourgade où tu as 200 ou 300 députés, 300 électeurs, tu as déjà gagné l'élection. Donc il suffit de transporter 200, 400 moutons de Panurge, puisqu'ils ont plus de 4000 bœufs là-bas à Moutassou, et puis elle est élue. Et à chaque fois c'est comme ça. Elle a plus de 25 ans de mandat à l'Assemblée nationale. Albertine Maranga Moussavou. Donc Biendi avait tout pour être prospère en matière politique. Il est rentré au PDG, il n'y a plus rien. Il n'est plus rien, il ne représente plus rien. C'est grâce à l'influence de son père qu'il était ministre. On l'a même chassé du gouvernement. Un brillant banquier. Aujourd'hui, Dieu seul sait là où il se trouve aujourd'hui. Biendi Maranga Moussavou. Vous voyez, les gens comme Chantal Miboto qui revient en fanfare là. Député. Elle-même, le mari est député et échoué. Le mari est ministre. Ces gens-là n'ignoraient pas qu'ils étaient dans le système Bongo PDG. Ces gens-là étaient les véritables garants du système Bongo PDG. C'est eux qui critiquent maintenant le système Bongo PDG. Ils critiquent leur propre système, qu'ils avaient contribué à renforcer les dispositifs institutionnels. Voilà ce que je qualifie de bourgeois. Les aristocrates et les plutocrates. Avec les Alexandre Barreau-Chambry, pareil, tous ces gens-là. Et vous, vous êtes les fils des prolétaires, vous trouvez du plaisir à soutenir ces personnes-là. Ces personnes qui sont à l'origine de la désinstitutionnalisation de notre système étatique. Ils sont à l'origine de ce système de mal-rétribution sociale. Ils sont à l'origine de notre mal-être, de notre inconfort. Oh, ils sont des grandes familles. Des grandes familles en quoi? Mon père a 2 femmes avec plusieurs enfants.
Mon père a plus de 30 personnes, plus de 80 personnes à sa charge. Eux, ils sont une grande famille en quoi? Parce qu'ils ont de l'argent. Et c'est vous qui permettez justement la reproduction de ce système machiavélique. Ce système macabre. Où on viole maintenant des petits enfants pour une boîte de sardines. Pour un morceau de poisson dans une boîte de sardines. On arrive à violer un petit garçon. Et vous êtes content, vous le présentez à la télé comme ça. On filme ce petit enfant. Vous ne savez même pas que le droit à l'image est protégé. Vous ne savez même pas que c'est un mineur. Vous venez l'exposer comme ça. Vous le filmez et vous demandez même ce qui était à l'origine de son acte ignoble. Un petit enfant qui a faim. Il ne travaille pas. C'est sûr même que ses parents ne travaillent pas. C'est sûr même qu'il ne va même pas à l'école. Un enfant oisif comme ça. Le ministère de la Jeunesse et du Sport n'a aucune politique en matière de jeunesse. Aucune politique d'encadrement. Le ministère des Affaires sociales a abandonné les gens. Les gens mangent dans la poubelle de Mindoubé. Ce n'est pas son affaire. Même un tricycle, un vélo, il ne peut même pas payer aux gens. Le ministère des Affaires sociales. Mais ces ministres-là ont des budgets. Voilà un petit enfant qui s'est fait défoncer la tranche à cause d'un poisson, d'une boîte de sardines. Et vous êtes content. Et vous dites que le système marche. Vous êtes là, oh, Oligui, oye, oye, oye. Tout est bon, Oligui est bon comme un bonbon. C'est des malades. Vous ne voyez pas que le pays est en train de se désagréger, le pays est en train de se désinstitutionnaliser. Le pays est au bord de la structure, le pays est au bord du gouffre. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans le pays. Comment les indicateurs sont en train de se détériorer. On est obligé de créer des taxes par-ci par-là. Les gens n'ont pas l'eau, on augmente la taxe en matière d'eau, on met à 9%. Et les gens n'ont pas l'électricité, on augmente la taxe. Et les gens n'ont pas de logement, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de terrain. On met une taxe sur le foncier. Vous voyez? Les gens n'ont déjà rien. On continue à les voler. On veut même le peu qu'ils ont même. Le peu qu'ils n'ont même pas, on veut leur voler ça. C'est fini. Tout ce qui vous reste, c'est la dignité. Mais votre dignité, vous l'avez vendue. Vous n'avez plus rien. Vous vivez là comme des fugitifs. Vous vivez là comme des mendiants. Et vous êtes là en train d'acclamer des gens qui sont en train de détruire tout un État, de détruire tout un pays. Vous êtes content. Vous avez les problèmes. Quelqu'un est directeur général du CENU, Centre national des œuvres universitaires. Directeur général. Une jeune fille qui a l'âge de vos enfants à l'université. On la met directrice générale du CENU. Elle va à France-Ville. Elle est accueillie par le gouverneur, le préfet, les chefs de corps. Mais vous avez les problèmes. Mais qui vous rend malade comme ça? Ça, c'est quelle organisation étatique? Où un directeur général est accueilli comme un premier ministre. Même un premier ministre, on ne peut même pas l'accueillir comme ça. Hein? Un gars administratif comme Tsanga, un intellectuel comme Jean-Denis Tsanga. Tu arrives à jouer à ce marché de dupe là, tu arrives à faire des conneries comme ça là. Hein? Aller accueillir ta fillette, c'est même pas ta fille, ta fillette. À l'aéroport, mais Tsanga, mais est-ce que vous êtes sérieux? Avec un avion loué. Gabon. Ça, c'est le changement, ça. Ça, c'est le changement. Les directeurs généraux du CENU. Avec un avion loué pour aller à France-Ville. Certainement attendre le président qui va arriver d'ici peu. Mais vous êtes des blagueurs. Vous êtes des blagues. Vous savez, les amis. Le Gabon que vous voyez là. Le malheur du Gabon, ce sont nos richesses. C'est à cause des richesses du Gabon là que nous souffrons comme ça. Mais un jour, ce pays-là sera vendu aux étrangers. Vous allez pleurer. Vous seriez étranger sur votre propre pays, sur votre propre terre. Vous avez vu un Sénégalais. Il quitte du Sénégal avec une hache. Il fracasse le crâne de quelqu'un, d'un Gabonais. À cause du terrain d'autrui. Il dit maintenant que c'est son terrain. Quelqu'un vit au Sénégal. Chez lui, c'est le Sénégal. Il est au Gabon. Il va payer le terrain avec quelqu'un qui n'est même pas, qui n'a aucun lien avec le propriétaire du terrain. Et il fait les papiers. Les papiers légaux.
par des institutions étatiques. Et les propriétaires du terrain lui disent que mon même frère, oui. Mais ça, c'est notre terrain. Il dit non, c'est pas votre terrain, c'est mon terrain. Regardez comment. Mais nous, on est Gabonais. On est Gabonais, on est au Gabon. Mais voilà la tombe de notre maman qui est là. Voilà la tombe de notre grand-mère. Nos ECR sont là, mon Dieu. Notre génétique moléculaire est là. Les crans de nos parents sont là. Mais comment ça va être ton terrain? Toi, les crans de tes parents sont au Sénégal. Il jure Modicus que c'est son terrain. Et il défend cette philosophie-là, bec et ongle, avec une hache. Il a failli tuer un Gabonais. Un Sénégalais. Vous vous rendez compte? Et même dans les tribunaux, il arrive à avoir raison. Là, on l'a condamné 1 an d'emprisonnement, je crois, 6 mois avec sursis. Et si vous voyez même les dommages et intérêts qu'il doit payer à la personne qui a versé le sang, vous allez rire fatigué. Vous allez rire, vous allez rigoler. Avec une justice corrompue. Au lieu de rapatrier ce type-là qui rentre chez lui au Sénégal, on le garde là. Et en partant même en prison, il a déjà intenté un autre recours au tribunal de Paris. Donc, il n'a même pas, il s'en fout même de notre ordonnancement judiciaire. Ce n'est pas son problème. La souveraineté judiciaire de l'État gabonais ne l'intéresse pas. Lui, ce n'est pas son affaire. Il est déjà dans les tribunaux d'exception à Paris. Pour que le tribunal de Paris juge un compatriote gabonais à cause de sa propre terre. On veut l'exproprier de sa propre terre avec les tombeaux de sa grand-mère, de son père et sa mère qui sont là présents. Ah, Gabon, c'est pas croyable. Mais un autre Gabonais est allé investir au Sénégal. Gervais Ngo, près de 500 millions pour faire une ferme, pour élever les poulets de chair. Dès qu'ils ont vu l'entreprise prospérer, on l'a chassé du Sénégal. Ils ont volé tout son bien. Aucune justice. Il a appelé tous les tribunaux. Il n'y a rien. Il est écrit partout. Il n'y a rien. Et notre ministre des Affaires étrangères, il disait que c'est une question qui devait être réglée par des voies diplomatiques. Et il a fouillé le ministère des Affaires étrangères parce qu'il était au bord de la retraite. Il allait se cacher à l'Assemblée nationale. Vous voyez des gens comme ça? Un ministre qui connaît ce que c'est que les principes des relations bilatérales et multilatérales. Il connaît le rôle de la diplomatie, le rôle de secours, le rôle d'assistance, le rôle de protection, le rôle de représentation. Non, il a abandonné son compatriote seul. Alors qu'il lui-même était ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Sénégal. Avec Brice Koto-Ligi qui était conseiller militaire au Sénégal. Mais il y a un Gabonais qui est spolié, qui est volé. Ils n'ont pas pu résoudre le problème de ce Gabonais-là, jusqu'au moment où je vous parle. Gervais Ngo est sans argent, sans rien. Et on l'a chassé du Sénégal. Il est là au Gabon comme un malheureux. Un autre compatriote gabonais, l'État béninois lui doit la maison. Depuis plus de 5 ans, il ne paye pas. Ils ont gaspillé sa maison. Un monsieur Ikamba. L'État béninois lui doit plus de 60 millions de francs CFA. Plus de 60 millions. Même 10 francs, on ne lui a pas donné jusqu'à aujourd'hui. La maison est abandonnée. Ils sont partis. Et comme c'est une question qui doit être réglée dans un cadre judiciaire, la maison, il ne peut même pas la réfectionner. Il ne peut pas mettre les locataires. Le monsieur est retraité et il est en train de mourir de faim. L'État gabonais n'arrive pas à régler le problème là. Mais les Béninois là, ils ont une emprise sur le Gabon. Je ne sais pas comment ils font. Le vaudou est certainement au-dessus d'une Jobi d'Anjoua. Je ne peux pas comprendre que le Bénin puisse exercer une influence aussi néfaste, une influence aussi négative sur notre système étatique. Voilà. 2 questions de diplomatie préventive des conflits. Le ministre n'a pas pu régler. Il a fouillé, il est maintenant à l'Assemblée nationale. Et vous pensez qu'à l'Assemblée nationale, va faire quoi? Un ministre des Affaires étrangères qui est l'ami du chef de l'État Oligui, il n'arrive pas à payer le carburant pour transporter les agents. Le carburant, il n'arrive pas à payer. Le Gabon, un pays producteur du carburant, il n'arrive pas à payer le carburant pour transporter les agents, pour se placer chaque lundi pour chanter un cantique nouveau.
c'est enfin notre sort vers la félicité. Pendant que les gens vivent dans des conditions les plus précaires, les conditions les plus lamentables. On chante ça chaque lundi et le vendredi. Vous voyez les gens comme ça. Là, il est maintenant à l'Assemblée. Président de l'Assemblée nationale. Président. Avec tout le confort. Là, il est tranquille. Il a sa double retraite. Il s'en fout. C'est incroyable ce pays-là. Je ne sais pas où les gens veulent amener le pays. Je ne comprends pas. Voilà. Les pauvres populations de Mwanda. On les contraint de quitter leur propre quartier, d'abandonner les propres tombes de leurs parents. On les chasse de leur propre village. On dit on ne veut plus vous voir là. Pourquoi? Parce qu'ils doivent exploiter le manganèse et l'uranium. Et qui exploitent ce manganèse et l'uranium? Des firmes internationales, donc des étrangers. Les groupes français viennent chasser les Gabonais sur leur propre espace territorial. On les chasse. On va leur construire les abris de fortune à 50 km ou à 10 000 km dans des zones désertiques, des zones arides. On leur dit de rester là-bas. Un système ségrégationniste. Un système esclavagiste, négrier. Et les gens là parlent de la souveraineté du Gabon. Quelle souveraineté? Le Gabon a quelle souveraineté? La souveraineté, elle est où? Elle est où la souveraineté là? Les gens sont expropriés sur leur propre terre, dans leur propre pays. Où est-ce que les Gabonais iront? Moi en fait, je ne sais pas. Lorsque vous malmenez les Gabonais comme ça, vous avez une autre terre où vous allez envoyer ces Gabonais-là. Lorsque les étrangers là auront envahi ce pays-là. Vous avez écouté les propos même des Béninois qui disaient qu'on va venir vous envahir, une femme béninoise. Il dit on va venir vous envahir, on va prendre le Gabon, on va rester là. Un autre Camerounais, il dit que même quel que soit le contrôle que vous êtes en train de faire, nous on ne part pas, on va rester au Gabon. Nous sommes des Africains. Ah bon? Voilà comment les Gabonais sont nargués. Parce que quoi? Ils ont des dirigeants qui sont complices. Des dirigeants complices. C'est incroyable. Comment un Sénégalais va venir réclamer un terrain à un Gabonais? Oh mon Dieu, il prend la hache, il casse la tête. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, Seigneur? Dieu de l'univers. Et vous parlez de justice. Quelle justice? Un Gabonais peut aller faire son Sénégal, mais ils vont le tuer. Ils vont le tuer, ils vont le couper le cou. Un idiot comme ça, au lieu de le rapatrier, vous le jetez en prison, vous le rapatriez en même temps. Vous laissez les propriétaires du terrain en leur possession avec leur terrain. Ils se débrouillent avec le vendeur. Mais on n'appelle même pas le vendeur au procès. On ne parle même pas du nom du vendeur. On ne cherche même pas quel est le lien d'affinité, le lien d'affiliation, le lien de causalité entre le revendeur et la famille. Est-ce que le revendeur de ce terrain-là, il a fait avec la complicité de la famille? Il a pris combien? L'argent là dont il a vendu tout un espace, un terrain ancestral, il a pris combien de ce Sénégalais-là? L'argent là est parti où? Est-ce que les propriétaires du terrain là ont gagné de l'argent dans cette affaire? Sinon, s'ils ont pris l'argent, combien? Rien. Un jugement vraiment abracadabra. Eh Gabon, mon Dieu. Mais vous avez même des gens à qui vous faites ça. Je vous jure. Je dis moi, ce terrain-là, si c'était la vigne de mes ancêtres, le Sénégalais là ne peut pas vivre longtemps au Gabon. C'est pas possible. Et lui et les juges et les magistrats, ils ne peuvent pas vivre au Gabon. Si c'est le terrain de mes ancêtres, le terrain de ma mère Ngouno Marcelin, le terrain de ma grand-mère Mapo Thérèse, le terrain de mon grand-père Bandongo, Mberakoma, vous venez le spolier comme ça, vous venez m'arracher le terrain là de force, le terrain de mes ancêtres. C'est faux. Vous ne pouvez pas construire dessus, c'est impossible. Allez-y lire l'histoire de Naboth et de Jiré. Naboth et de Jiré. Amen. Naboth et de Jiré était un propriétaire terrien, comme ces femmes du Cap là. Il avait la vigne de ses ancêtres, Naboth et de Jiré. Et le roi Achab, un roi méchant, avec son épouse Jézabel, qui volait les terrains des gens pour construire des espaces commerciaux avec les Libanais, avec les étrangers. Ils vont lui demander de vendre sa vigne, son terrain. Naboth de Jiré va refuser. Il va dire, moi je suis peut-être pauvre, mais j'ai mon fils, j'ai mon héritier, qui certainement sera riche un jour. Il va construire sur mon terrain.
Et comme la boîte de jurés connaissait les principes de propriation, le principe de l'inviolabilité de la propriété, ouais, Naboth va refuser de vendre son terrain au roi. Le roi va rentrer chez lui, après avoir scellé ses contrats avec les Libanais, il va commencer à être malheureux. La femme lui dit, mais pourquoi tu es malheureux comme ça? Il dit, ah, il y a un pauvre type là qui a refusé de me vendre le terrain. Il dit, quel terrain? Il dit, non, tu vois le terrain qui est là-bas, là, la baie de cochon là. Il a refusé de me vendre ça. Il dit, mais toi, tu n'es pas le roi. Il dit, c'est moi le roi. Il dit, mais comment un roi, tu vas aller mendier le terrain, tu vas aller demander le terrain à quelqu'un? Tu ne sais pas que le territoire là t'appartient. Qu'il n'y a pas de principe de propriété. C'est toi le maître de toutes les propriétés. Tu peux exproprier ce type-là pour une raison d'utilité publique. Tu peux l'exproprier. À défaut de l'exproprier, on peut même le tuer et puis on prend le terrain. Le roi dit, ah bon? Il dit oui. L'expropriation, c'est encore quoi? Il dit non, on l'arrache sur son terrain, par la force. Et puis, on dira qu'on va construire des centres éducatifs et autres. Et puis, c'est terminé. Et Naboth de Jéhu, le pauvre ne sachant rien, et le roi dit à sa femme Jézabel qu'il en soit fait ainsi. Il va aller chez Naboth de Jéhu, lui fait une dernière proposition. Donc, tu as le choix de prendre de l'argent, de quitter, de nous donner le terrain, sans quoi on te prend le terrain là de force, à défaut on te tue. Naboth de Jéhu dit non, moi j'ai prêté serment. C'est la seule vigne de mes ancêtres, c'est un terrain ancestral, moi je ne peux pas le vendre pour rien au monde. Mon cordon ombilical est là avec mes ancêtres, nos reliques sont là, les tombeaux de mes grands-parents sont là, je ne peux pas vendre ce terrain. Ils vont l'assassiner. Jézabel va faire assassiner ce monsieur-là. Les femmes meurtrières, sorcières, aux mœurs dépravées, qui font du mal aux populations. Comme si les gars faisaient le mal, et aujourd'hui elle est en train de pleurer comme une margouille, elle est maintenant en train de chercher la justice. C'est toi qui peux parler de la justice avec ton fils Nouridine Bongo Baladi. Vous pouvez parler de la justice. Hein? Il y a quoi? Et une fois Naboth de Jéhu assassiné, Naboth de Jéhu va faire une prière pour demander à l'Éternel des armées de le venger. Lui, le Dieu de justice, le Dieu réparateur de tort, celui qui ressuscite les morts et qui guérit les malades. Le Dieu El Rapha Jireh, Adonai, Shama, Shaddai, Elohim, Elohim, Elohim. Et le Seigneur va mettre en place un tribunal divin. Au ciel et là-bas, il y a les tribunaux. C'est vous qui ne connaissez pas. La Bible dit plaide ta cause, produis toi-même tes moyens de défense. Au ciel, vous avez toutes les juridictions. Vous avez les tribunaux de première instance, vous avez les cours d'appel, vous avez les cours de cassation, vous avez les juridictions d'exception, les hautes cours de justice, de répression de crimes, de répression de haute trahison. Il y a même les tribunaux qui jugent même les chefs d'État au ciel là-bas. Là. C'est parce que vous ne savez pas que vous pouvez amener le chef d'État devant un tribunal divin. Et en très peu de temps, sa vie bascule. C'est vous qui blaguez, vous jouez avec votre vie. Vous s'amusez. Et le Seigneur va envoyer son armée céleste, des magistrats suprêmes aux deux glaives. Il va envoyer des magistrats suprêmes aux deux glaives, les chérubins resplendissants aux 6 ailes déployées, les séraphins aux 2 épées flamboyantes, il va les envoyer. Les gars vont envoyer Naboth, ils vont envoyer Achab, un drone céleste qui va partir de l'Orient, de l'Occident, du Sud, de l'Est, en ouest, de 4 points cardinaux, à travers des techniques d'identification, à travers l'agence gabonaise d'observation de l'espace. Ils vont balancer un influx nerveux qui va partir depuis Mwanda, là où ils sont en train de voler les terres des gens, qui va partir depuis Pleine Roti, là où ils ont détruit toute la richesse de mon père. Ils vont partir depuis Tchotandala, Youlou, chez moi, mon village, Youlou qui veut dire le ciel. Ils sont allés détruire là-bas, mon ami. Un drone céleste va partir par les techniques d'identification d'encadrement. La haute science, la haute technologie, les paramètres, les calculs, dès qu'ils vont lancer le drone comme ça, le drone va aller tuer Naboth de Jéhu et Achab dans son palais. Achab va mourir dans son palais avec un drone céleste. Hein? Les drones là que vous voyez là,
Ce sont les fusils nocturnes des peuples africains. Et les Blancs, comme ils sont intelligents, ils ont raffiné cela. Ils ont raffiné cela. Donc, ces drones-là, mon frère, tu peux être aux États-Unis, tu peux être à Londres, tu peux être partout où tu pouvais te cacher. Dès qu'on a balancé ça, le type là vient te chercher. Quand tu as tort, tu ne peux pas t'en sortir, c'est faux. Ta prière ne peut même pas te sauver. Aucun mage. Donc quand je vois les gens la blague là, vous voyez seulement le Gabon là, mais vous ne connaissez pas que c'est un pays mystérieux. Blaguez bien avec le Gabon là. Mais dans 2 ans, vous allez me dire. Je vous dis 2 ans. Il y a les gens qui ne vont pas arriver là-bas. 2 années là. Votre 5e république virtuelle là. Une 5e république qui n'a pas d'exil, n'a pas de contenu. Il y a des gens qui ne vont pas arriver là-bas. Dans la 5e république là. On est en novembre, non? Dès qu'on est en janvier, on est en 2026. On verra. Continuez à blaguer, continuez à malmener cette population, continuez à traquer les gens, continuez à faire souffrir le peuple de Dieu, continuez à les affamer. Que pendant que vous-même vous vivez dans l'opulence, dans la luxure, continuez à nommer vos parents, vos copains, vos coquins, vos consanguins, vos marqués. Continuez à faire ce qu'on a reproché à Ali Bongo Deba. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la voie de la réussite. Continuez à malmener le peuple de Dieu. Mais vous ne connaissez pas les promesses de Dieu pour ce pays-là. Vous ne savez pas pourquoi nous sommes des Gabonais et pas des Sénégalais, pas des Maliens, pas des Burkinabés. Un pays riche comme le Gabon, un pays classifié comme un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'après les indicateurs macroéconomiques et financiers. Et vous leur avez apporté la preuve que les organismes financiers ont toujours eu raison de dire que le Gabon est un pays riche. Vous connaissez-vous un pays où on paye quelqu'un 80 millions de francs CFA mensuels, on donne quelqu'un 2 milliards de bonus, et ils sont combien au Gabon qui ont bénéficié de toutes ces faveurs grâce d'Ali Bongo Deba. Et c'est Ali Bongo Deba que vous êtes en train de traquer. Et en tout temps, la gouvernance actuelle, elle est en train de faire pire même qu'Ali Bongo Deba. Une gouvernance où il n'y a aucune surveillance, il n'y a aucune protection, il n'y a rien. Chacun fait ce qu'il veut. Et c'est les forces de défense et de sécurité qui sont à la manœuvre. Ils n'arrivent pas au maintien d'ordre. C'est des menus frétins et des activistes, des petits et critiqueurs qu'on arrête, on jette en prison. Mais les voleurs, les gangsters, les brigands qui sont en train de détruire le pays, ils sont là. Ils marchent aisément à côté de Biscoto, les Guigama. Ils font la fête dans les quartiers. Ils construisent leur château de cartes. Il faut aller voir dans les quartiers malfamés là, comment ils construisent des châteaux, des villas, des machins là. Des militaires qui hier n'avaient rien, même une gargote ils n'avaient pas, une beuverie, une chasse mouchetée, ils n'avaient rien. Maintenant c'est eux qui font le ngounda dans les quartiers, qui font le malin, qui draguent nos femmes, qui violent nos enfants. Attendez, vous allez voir ce que le Seigneur va faire de vous. Blaguez bien. On verra comment vous allez vous en sortir. D'ici 2 ans, on verra. Si d'ici 2 ans, la prophétie là ne s'accomplit pas, c'est que moi, David Bakoma, je ne suis pas un fils d'un prophète. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Rien. Mais pourquoi ça se fait le bruit? Je suis fait la lecture. Hein? Vous mettez. Dis bonjour à Tantine Jocelyne. Dis bonjour au prophète Okumba. Tu lui dis de te donner l'intelligence qu'il a là. C'est mon professeur, un brillant enseignant, docteur, un médecin. Il va exploser ton cerveau avec les connaissances. Comme ça, tu vas battre tous les petits niaquois des enfants les riches là. Tu dois battre tous les petits niaquois des enfants les riches là. Et ils ne mènent pas les mêmes batailles que nous, ils sont en train de nous emmerder. C'est quoi? Tu te laves, non? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux le bibi? Le bibi, le bibi, le bibi de papa, le bibi de maman. Il fait le petit chouchou, il fait le petit chocolat. C'est ça, non? Voilà. Donc, le système africain, du moins le système étatique africain, est malade. C'est un système hérité de la gouvernance coloniale, auréolé par la France métropolitaine, qui n'est pas prête de lâcher ses colonies, parce que la France n'a pas de richesse, la France n'a pas de matières premières. Leur seule richesse, c'est l'Afrique. Donc, le Gabon est leur terre de prédilection. Vous avez pu voir l'accueil des Gabonais. Un tel accueil ne peut pas être réservé à un président français dans aucun pays de l'Afrique centrale ni l'Afrique anglophone. Aucun.
Il n'y a qu'au Gabon où on arrive à assister à ce genre de phénomène. Mais c'est bien. C'est très bien. C'est la bonne coopération. La coopération diplomatique, la coopération militaire, la coopération sanitaire, et la coopération. On verra les retombées de cette coopération entre la France et le Gabon. On verra jusqu'où vous allez aller. Continuez à blaguer, à affamer les Gabonais, à leur faire souffrir avec leur propre terre, avec leur propre argent, avec leur propre pays. Et les Gabonais deviennent comme des pires que des mendiants sur une terre prospère comme ça. Le Gabon, c'est Canaan. Le Gabon, c'est Canaan. C'est la terre promise, le Gabon. C'est la terre promise. Tous ces gens-là, ils viennent réaliser leur rêve le plus fou en passant par le Gabon. Vous avez vu Seydou Kane? Vous avez vu comment il dégage la prospérité? Quand tu vois Seydou Kane, tu vois un vrai Gabonais qui aurait dû être comme lui. Quand tu vois Osseni, le petit Osseni de 33 ans, quand tu vois comment il respirait la prospérité, c'est la prospérité là du Gabon que les Gabonais devaient respirer. 47 millions ou 80 millions comme ça de loyer. Le loyer sur le territoire gabonais. Il a pu construire les immeubles, les hôtels et qui lui rapporte 47 millions de francs CFA. Un petit gamin de 33 ans. Mais ces vieillards-là qui sont autour de l'Iguila, qui ont géré le pays pendant 40 ans, 50 ans, ils les ramènent au Gabon. Ils ont fait quoi au Gabon? Ils ont fait quoi? Ils ont construit combien d'entreprises? Ils ont créé combien d'unités productives? Ils n'ont rien. Marie-Madeleine Bourancho, elle a pu construire l'université. Vos universités sont où? Vous qui avez fait 30 ans, 15 ans, 40 ans avec Omar Bongo Deba, les Zakari Miboto, les Chantal Miboto et autres, où sont vos universités? Vos entreprises sont où? Même Opianga, qui n'a pas été ministre pendant longtemps, il a des entreprises de société de 2000, 3000 personnes. Les vôtres sont où? Et Oligui va vous rechercher pour vous mettre en haut. Moi, je ne comprends pas cette gouvernance-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous réfléchissez. Je ne sais pas comment vous réfléchissez. Marie-Madeleine Bouancho, regardez son université. L'université Omar Bongo ne ressemble même pas à l'université de Marie-Madeleine Bouancho. C'est l'une des plus belles universités de tout le Gabon. Regardez le professeur Diata, lui-même il a l'université. Quelqu'un qui n'a jamais été ministre. Vos universités sont où? Les 53 héritiers de Bongo. Vos universités sont où? Vos écoles sont où? Comment on dit ça? Vos cliniques et autres sont où? On a vu Edith Lucie Bongo Niba construire sa clinique, elle Rafa. Pour vous, c'est où? La famille Baro Chambé, ils ont leur clinique avec tout. Non, vraiment, c'est malheureux. Hein? Yo, va chez maman, je vais payer l'onkoumou. On va manger l'onkoumou. On va fêter l'anniversaire, bon anniversaire, joyeux anniversaire. Ah bon? Tu as dit joyeux anniversaire, maman? Tu as dit joyeux anniversaire? C'est quoi? Tiens, moi je vais aller d'abord. Payer mon commune. Va chez maman. Va chez maman. Oui, venez vous allez d'abord rester à la chambre, on va aller payer les médicaments. J'ai mal au ventre.